Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous dans Nouvelle Donne. J'ai le plaisir et l'avantage de recevoir en plateau ce soir le révérend Senga Nshimba Eric. Il est le porte-parole de l'Église du Christ au Congo, l'Église protestante, implantée dans notre pays depuis des décennies et des décennies. Alors, tout de suite, dans le contexte des 60 ans de l'accession de notre pays à l'indépendance, à la souveraineté nationale et internationale, les événements politiques se bousculent dans notre pays et les Congolais retiennent leur souffle. Nous allons tenter d'y voir un peu plus clair dans cette édition des Nouvelles Donnes avec le porte-parole justement de l'Église du Christ au Congo, révérend Eric Senga Nshimba. Bonsoir. Bonsoir, M. Simplesca. Et bienvenue dans la grande famille des Nouvelles Donnes. D'abord, d'entrée de jeu, quel est le regard que l'Église du Christ au Congo, tout au moins l'instant dirigeant de l'Église protestante, porte sur les 60 ans de l'accession de notre pays à la souveraineté nationale et internationale? Révérend Eric. Bien, merci. Je pense que le président de l'Église du Christ au Congo a fait un discours, sûrement nous aurons l'occasion d'y revenir. Tout à fait. Qui a été presque un état des lieux, un bilan, puisqu'il a dit déjà en sommaire que 60 ans après l'indépendance, les besoins ou l'urgence d'un bilan s'imposent. Et donc dans ce bilan, il a montré trois choses. La première, il a établi un parallélisme entre les réalités contextuelles de 1960. Il vous souviendra comment nous avons vécu l'entrée de l'indépendance avec le dualisme qui s'était dessiné entre le présidentialisme d'un côté et le parlementarisme de l'autre, finalement entre Lumumba et Kasavubu. Il a signifié que ça a été presque un raté de notre indépendance parce que finalement, la population ainsi que la classe politique de l'époque n'a pas pu maximiser les énergies de cette indépendance qui malheureusement a conduit le pays dans un chaos. Et par similitude, il établit le même fait dans notre contexte d'aujourd'hui où il soulignait le fait que la coalition en présence qui dirige le pays se trouve également dans une situation presque paradoxale entre la suprématie du présidentialisme et l'exigence de la majorité parlementaire. Et donc, le président a sonné l'alarme pour dire « Nous ne devons pas répéter l'histoire des 60 sans en avoir tiré des conséquences. » Et donc, pour dire simple, les bilans pour nous restent inquiétants. D'un côté, parce que 60 ans après, le président de l'Église de Christ au Congo, le révérend docteur Bokundoa, Bolikabe fait remarquer à l'opinion et même interpelle la classe politique pour dire nous ne devons pas répéter les mêmes erreurs. Vous savez, Raymond Aron, un auteur que nous aimons bien, dit ceci: lorsque l'on ne sait pas reprendre consciemment les passés de son histoire, on répétera les mêmes erreurs. Ok, alors pour comprendre la suite des débats dans le courant de cette émission, ces éléments que je vous présente vont sans doute vous permettre de vous faire une opinion par rapport à l'opinion d'une manière précise de l'Église du Christ au Congo en rapport avec les événements en cours, pour vous dire que l'Église du Christ au Congo fonctionne avec une commission justice, paix et sauvegarde de la création. Elle est le département qui porte la mission prophétique des LCC, Église du Christ au Congo. Cette commission, elle est donc le trait d'union entre l'Église et la société et détermine l'engagement socio-politique de l'Église dans la gestion de la République. Cette commission organise 7 programmes, à savoir paix et réconciliation, bonne gouvernance, droits humains,
démocratie et mission d'observation électorale, dynamique femmes, cercle d'intelligence, sauvegarde de la création, environnement et ressources naturelles. La commission représente l'ECC, l'Église du Christ au Congo, auprès des institutions étatiques et privées, les missions diplomatiques, les confessions religieuses et organisations nationales et internationales. Alors, révérend Eric, je reviens à vous. En fait, qu'est-ce qui a inspiré l'instante dirigeante de l'Église du Christ au Congo d'appeler aujourd'hui à des nouvelles concertations? Bien, c'est dans la ligne droite de la lecture d'ailleurs que vous-même vous tentez de faire, compte tenu de la situation politique actuelle. Je reviens encore une fois dans les discours du président qui est pour nous la feuille de route, où à l'issue du tableau qu'il dépeint sur la situation qualifiée fragile de par l'architecture institutionnelle, je ne vous apprends rien, ni à l'opinion, à savoir qu'aujourd'hui nous assistons à une sorte de tension entre la coalition au pouvoir. Il faut avouer que depuis 60 et même depuis l'avènement de notre actuelle constitution, on n'a jamais eu au sommet du pouvoir une sorte de coalition entre un président issu de l'opposition et l'ancien régime qui constitue justement la majorité parlementaire. Tout en soulignant que notre régime étant semi-présidentiel, les jeux politiques se jouent au niveau du Parlement. Et donc ça fait une sorte d'équilibre, de déséquilibre, pardon, au niveau de la coalition. Mais lorsque nous revenons même au sein du CACH, nous avons assisté au procès sans jour où nous voyons très visiblement que l'actuel président, Félix Tshisekedi, est en désamour avec son ancien collaborateur, M. Kamere, qui aujourd'hui est sous sanction, sous le coup de la sanction judiciaire. Et donc lorsqu'on observe tous les tableaux tels que dépeints, l'Église estime que nous sommes en face de deux hypothèses. La première est celle qui s'avère pacifiste et intelligible, dans la mesure où il nous faut essentiellement aller vers des solutions apaisées, les solutions autour des causes nationales. L'Église qualifie cela des réformes du système électoral, du système judiciaire et même des mécanismes sociaux de notre vivre ensemble. Mais la deuxième hypothèse, c'est celle des forcings auxquels nous assistons malheureusement entre la coalition au pouvoir. Les derniers événements en date d'ailleurs, depuis la semaine passée, nous avons assisté à l'interpellation du ministre de la Justice, nous avons assisté à la tentative des menaces et de la démission du Premier ministre, même si ce n'était pas sur la place publique, mais nous sommes mieux informés. Nous avons assisté à tout ce qui se passe, et donc l'Église du Christ au Congo estime que le pays court un danger. Ça vous fait peur? Pas nous fait peur, mais comme prophète, comme berger du peuple, nous voyons loin, nous voulons anticiper. Ne pas laisser les événements nous prendre des cours et finalement être difficile à gérer. Vous savez que nous sommes dans une situation où le chef de l'État bénéficie de l'appui extérieur, de la communauté internationale. Et vous êtes sans ignorer que l'ancien chef de l'État est dans une ligne souverainiste qui était presque à bonne distance avec la communauté internationale. Ça, ce sont des enjeux géostratégiques. À l'intérieur, il y a presque une division de notre corps social où presque le spectre des tribalismes aussi s'en mêle dans les débats, avec au niveau politique, avec la fraction, l'opposition d'un côté, la coalition déjà presque en désamour, comme je l'ai dit. Donc le tableau devient de plus en plus inquiétant. Et donc pour ne pas laisser cours justement aux événements de nous surprendre, l'Église estime qu'il faudrait envisager un cadre dialogique. Pourquoi? Parce que nous sommes bantous, M. Kalonga, vous le savez, les Congolais ont une valeur traditionnelle hautement éthique qui est le Bumuntu. Le Bumuntu, comme l'a dit le président, qui nous amène à la connaissance ontologique de notre être et même le sens de l'ouverture vers l'autre. Donc les dialogues, en fait, ne devraient pas être vus sous un mauvais angle, si bien que nous restons prudents sur la question du dialogue, qui ne devrait pas déboucher sur la tentative de partage de pouvoir ou des renversements du régime en place. Le président l'a dit clairement. Ça aboutit toujours par là. Hein? Très souvent, par expérience. Très souvent, et vous avez raison, je pense même que l'opinion qui émet des réserves a également raison de dire ben, ça fait des trop-pleins des dialogues. Mais en même temps, on se dit, nous sommes face aux évidences. Faut-il laisser les événements nous surprendre ou
chercher à réfléchir dans un cadre beaucoup plus formel. Mais là où le CC a peut-être le mérite de sa proposition est au niveau... La nouveauté. La nouveauté, c'est qu'elle dit, avant d'aller à ces concertations, nous devons nous mettre d'accord sur l'agenda. Nous n'allons pas... Quel est-il cet agenda? L'agenda, c'est ce que nous qualifions des causes nationales. Nous avons la question des réformes du système électoral. 2, la question des réformes du système judiciaire. Et 3, les mécanismes qui peuvent aérer notre système social. Je vois ici tout ce qui peut permettre au social d'être relancé. Et donc, le président de l'Église du Christ au Congo estime que cette période devrait être vue comme transitoire. Pourquoi transitoire? Nous sortons des élections presque difficiles. Une transition de combien d'années là? Non, non, non. C'est-à-dire les quinquennats en cours devraient plutôt être vus dans une analyse politique comme une période de transitoire dans le sens systémique. C'est-à-dire dans le sens où nous devrions mettre sur pied des mécanismes susceptibles de nous aider à avoir des élections beaucoup plus apaisées. Avec les institutions en place? Tout justement, on n'est pas dans la logique de renverser les institutions, sinon ce serait la rébellion. Ce n'est pas la rébellion que nous prenons. Nous pensons plutôt, tout en ayant ces institutions, avec d'ailleurs l'accompagnement des institutions, mais essayer de déconcentrer les débats. La crainte aujourd'hui, c'est que nous avons l'impression que tous les débats, qui d'ailleurs engagent la société, restent concentrés au niveau de cette bipolarité. Vous savez, nous l'avions qualifié de bipolarité entre FCC Cash. Pour nommer les mandataires de l'État, FCC Cash. Pour établir les gouvernements, FCC Cash. Et quand ils se battent, c'est soit FCC ou Cash qui est soit vainqueur, soit vaincu. Et tout cela fait que le peuple devienne un peu passif dans la situation. Mais le peuple lui-même l'a voulu ainsi aux urnes. C'est comme ça. Oui, le peuple l'a voulu aux urnes, mais vous savez que les urnes, les élections ne sont pas la seule condition de la stabilité d'une société. C'est juste un moyen. Nous ne pensons pas que les élections soient une fin, mais les élections sont un moyen qui vise à établir la stabilité et l'harmonie dans une société. Et donc, du moment où les élections, si bien qu'il y a eu de bonnes volontés, n'ont pas arrivé à offrir une stabilité sociale, une harmonie et une intégration sociale, nous devrions imaginer d'autres mécanismes sociétals en mesure de trouver l'objectif qui est l'harmonie et la stabilité de notre société. Quand on vous a entendu parler, la direction nationale de l'Église du Christ au Congo, les gens ont pensé à une sorte de conférence nationale souveraine bis. Vous dites quoi? Oui, ils ont raison, comme vous l'avez dit vous-même. Je pense que l'expérience, un chat échaudé a peur même de l'eau froide. Nous pensons que l'opinion, le peuple congolais a raison de rester vigilant pour surtout que les mêmes causes vont produire les mêmes effets. Justement, surtout il faut signaler qu'à un moment... Vous entendez faire la différence comment? La différence pour nous, nous pensons justement au niveau d'abord de la volonté politique de nos acteurs. Commençant par le chef de l'État, le président de l'Église l'a dit clairement, tout en rappelant au chef de l'État de prendre toutes ses responsabilités constitutionnelles en tant que garant de la nation. Et qu'il se rende compte que la situation en présence n'épargnera personne. Et même sa responsabilité sera engagée en cas de dérapage ou de violation des droits humains. Nous avons été satisfaits d'entendre son discours lorsqu'il garde de la hauteur en disant, en sa qualité de garant de la nation, il ne permettra pas qu'une situation vienne mettre en mal les institutions ou la stabilité du pays. Ça c'était une réponse à nos préoccupations. Mais ça ne doit pas s'arrêter à ces discours. Il doit plutôt anticiper, rester au-dessus de la mêlée. Il ne doit pas être lui-même partie prenante de la crise. C'est vrai, FCCP se battre avec Cash, mais du point de vue politique, lui devient comme le sacrificateur souverain du sacerdoce étatique. Il doit garder la hauteur et il doit préconiser des mécanismes, pas pour privilégier son camp politique au détriment des autres, mais des solutions pacifiques qui pourront aider le pays, comme nous l'avons dit, à trouver une issue de sortie par des élections de 2023. Alors, comment ça va se passer concrètement, la mise en place de votre initiative? L'Église du Christ au Congo, au moment où nous parlons, travaille... Vous en garderez la paternité, ou l'initiative est de vous, mais vous passez la balle, si je me permets de le dire, comme au football, aux politiques.
Non, non, nous ne voulons pas que la balle soit passée justement en politique parce qu'ils sont eux-mêmes partie prenante de la crise. On ne peut pas être juge et parti. C'est eux qui sont en conflit, en fait, je dirais, en bataille politique. C'est des bonnes guerres. On ne dit pas que c'est mauvais. Mais le risque, c'est qu'il ne faut pas que cette bataille politique ait des répercussions sur la nation. Concrètement, l'Église est en train de proposer déjà une feuille de route claire. Ah, c'est laquelle? Comment elle est, cette feuille de route? Vous allez accepter avec moi que je ne dévoile pas tous les contenus. Non, mais c'est le moment, les gens veulent savoir de quoi il retourne votre initiative. La primeur revient au président de l'Église de Christ au Congo, qui d'ailleurs en son temps, dans très peu, va commencer des concertations, tout en rappelant qu'il ne travaille pas seul, il travaille en collaboration, étroite collaboration d'ailleurs avec l'Église catholique. Les deux sont en train d'aller dans la même... Donc on dit que l'Église du Christ au Congo passe pour son appendice. Bon, c'est une opinion. Je crois qu'il faut respecter la démocratie. Aujourd'hui, plus qu'hier, l'Église du Christ au Congo était jalouse de son autonomie. L'Église du Christ au Congo garde toujours sa souveraineté et son autonomie. Preuve, elle est en train de proposer une feuille de route, pas sous l'autorité d'une quelconque église sœur, mais en partenariat. Je pense qu'il faudrait, plutôt que les Congolais voient dans le partenariat ECC-Senko un avantage. Parce que vous savez que les deux églises représentent les 80%. Les gens parlent de cette coalition, hein, si je peux dire. Une coalition intelligible. Une plateforme politique. Non, je pense plutôt que c'est question d'information. Je vous rappelle, je vous informe qu'il y a 2 ans, où l'Église catholique, en 2017 déjà, l'Église catholique et l'Église protestante s'étaient rendu compte d'un fait. Pendant plusieurs années, vous l'avez dit, elles sont restées presque opposées. Et d'ailleurs pour rien. Si l'Église catholique dit A, aujourd'hui vous marchez l'Église la main dans la main. protestante viendra dire B. Mais on a analysé les raisons profondes qui poussaient à tout moment, qui est cette dialectique par moment inopportune. À l'issue de cette analyse profonde, et d'ailleurs sous la médiation d'une grande délégation... c'est une nouvelle politique qui est instaurée par la nouvelle équipe dirigeante. C'est un nouveau paradigme qui définit... Par rapport à l'équipe d'hier, ou des années antérieures. Je pense plutôt que dans une histoire, il y a toujours les hauts et les bas, et chaque génération a un paradigme auquel il se réfère. La nouvelle autorité se propose justement un paradigme nouveau, mais qui est la continuité intelligible de ce qui a été fait. Voilà. Au sein de l'Église. Une nouvelle donne, si vous voulez bien. Un tournant décisif. Parce qu'en fait, nous avons eu le temps plutôt d'analyser les forces et les faiblesses. Quels sont les acquis des prédécesseurs qui ont aujourd'hui le mérite d'être respectés. Je cite bien l'archevêque, toujours l'antithèse de l'Église catholique. L'archevêque Pierre-Marie Nibodo, qui a conduit notre église mère pendant plusieurs années. Et donc l'analyse est partie de là. Quels sont les acquis au sens positif qu'il a démarqué, hein? Beaucoup démarqué. Totalement de la Senko. Hein? Justement. Et quelles sont des choses que nous pouvons compléter dans ce qu'il avait fait avec beaucoup d'engagement. Il était tout bon ou tout faux? Chez nous, les protestants, les pères restent pères. On ne peut jamais dire, établir un jugement des valeurs sur un père, qu'il soit bon ou faux. Il reste un père. Et comme je l'ai dit, dans son mandat, il a laissé un actif important dans l'histoire de l'Église et que nous sommes en train d'enrichir, de pérenniser, mais aussi de compléter, comme toute œuvre accomplie par l'humain peut toujours avoir des limites. C'est dans cette perspective que le président de l'Église de Christ au Congo, Bukundo Abolikabe, président national, agit. Il n'agit pas dans le sens d'opposition de paradigme, mais plutôt de complémentarité positive. Donc, à ce sens, j'aimerais revenir à ce que je disais. Notre feuille de route insiste sur un cadre formel. Le cadre est sûrement, d'après la ligne que donne le président de l'Église du Christ au Congo, devrait éviter 3 choses. Lesquelles? 1. Il faut éviter les règlements des comptes. Nous ne pouvons pas construire l'unité nationale, la paix sociale, si nous nous engageons dans une démarche qui vise les règlements des comptes. Je pense que les acteurs de l'actuelle alternance ont le mérite, il faut le dire avec courage, de permettre un passage pacifique au sommet de l'État. D'aucuns le pensaient, peut-être pas nous. Tout le monde se disait, mais comment ça va se passer? Est-ce qu'il n'y a pas un piège sur le plan sécuritaire? Est-ce que M. Tshisekedi s'en sortira? Mais aujourd'hui, nous sommes à 1 année et demie de son pouvoir. Nous voyons, c'est quand même intéressant de voir
que M. Kabila est dans son pays, il n'est pas en exil. M. Tshisekedi est là comme chef de l'État, il peut se rencontrer, se parler. Je pense que c'est des acquis importants. Et ça marche? Ça devient un jugement d'appréciation. Ça peut ou ne pas marcher, mais je pense que les pas, du point de vue de principe, est à féliciter. Il reste plutôt à voir quelles sont les faiblesses qu'il y a dans cette démarche. Vous voulez dire qu'entre les deux leaders, le président en exercice et le président sortant, ils sont tous les deux en odeur de sainteté, mais qu'au niveau des lieutenants, c'est là que bon, les cartouches partent des... Nous ne sommes pas loin de cette analyse. Nous pensons, d'ailleurs, vous savez que l'ancien président disait sans cesse ne pas avoir 15 collaborateurs. La question que nous nous posons, est-ce qu'entre M. Kabila et ses collaborateurs, il y a le même intérêt? Est-ce qu'ils combattent le même combat? Est-ce que vraiment pour que M. Kabila soit en paix dans ce pays, il doit forcément revenir au pouvoir? C'est des questions que nous nous posons. Est-ce qu'il faut forcément qu'il complique les choses pour se sentir en sécurité? Beaucoup disent que c'est son droit. Voilà. Donc, mais point de vue constitutionnel. Nous partons de cette analyse pour dire on peut proposer autre chose. C'est-à-dire, oui. M. Kabila a fait son temps, il a écrit l'histoire du Congo dans des pages. Certainement qu'on peut critiquer d'une certaine manière, mais tout n'est pas à critiquer. Il y a aussi des choses positives. Rappelez-vous qu'il a trouvé un pays presque déchiré. Rappelez-vous, il est passé par 1+4, il est passé par plusieurs consensus. Nous avons gardé des mémoires en lui, un homme de consensus. Mais pourquoi ne pas faire la même chose en ce moment? Pourquoi ne pas permettre et faciliter à celui à qui il a laissé les pouvoirs de travailler de manière à aider le pays à aller de l'avant? Et c'est lui qui est au pouvoir. Pourquoi ne pas réfléchir aussi autrement, au lieu d'aller dans des guerres, dans des poursuites, mais trouver quelque chose d'intelligible qui pourrait être à l'intérêt supérieur. Ces concertations, révérend Eric Nsenga, vont se passer sous les auspices de l'Église du Christ au Congo? Fondamentalement, nous voulons, c'est là que j'ai parlé du partenariat, c'est le projet que propose l'Église du Christ au Congo. Oui, intimement, mais avec l'Église du Christ qui n'est pas égoïste et qui ne prétend pas à la suprématie de quoi que ce soit, elle estime que la solution au problème des Congo nous oblige une sorte de complémentarité. Et donc, vouloir aller... Et d'ailleurs, avec la Synco? Pas forcément avec la Synco, il y a beaucoup de partenaires religieux, pas seulement avec la Synco. Mais nous pensons plutôt... Vous avez associé tout le reste? En tout cas, dans le schéma que propose l'Église du Christ au Congo, c'est vraiment tous les partenaires importants vont participer à cette démarche. Parce que sous le leadership des églises? De la société civile. On a vu ça sous l'angle de la société civile parce qu'il y a des églises qui prennent l'initiative. Et aussi, il ne faut pas oublier, lorsque nous insistons sur l'Église du Christ au Congo et l'Église catholique, c'est aussi du fait de l'ancrage sociologique de ces deux églises. Donc ça, c'est un élément important. Certes, on peut parler de la société civile, mais on ne peut pas comparer... L'Église du Christ au Congo, ça fait déjà... 40 millions de membres, avec 95 communautés sur les combien de pourcents nous sommes à 40%, 45% de la population. Depuis les premières années de l'indépendance ou peu Ça avant? a beaucoup évolué. Non, ça a beaucoup évolué avec l'implantation, l'évangélisation. Il y a d'abord les missionnaires qui ont commencé à implanter, qui sont devenus aujourd'hui des communautés. Et après, il y a eu la continuité. Il faut avouer que l'Église protestante a beaucoup travaillé dans l'aspect de l'évangélisation, même dans le village. Et vous serez d'accord avec moi que dans certains coins du pays où l'État est, je vais dire avec modestie, pas fortement représenté, mais ce sont les structures ecclésiales qui sont là, notamment des écoles, des universités, des centres hospitaliers, des œuvres sociales, qui font office même de l'État, et l'État s'appuie sur cela pour accomplir sa mission régalienne. Révérend Eric, est-ce que l'Église du Christ au Congo est audible par rapport à votre initiative? Oui, peut-être qu'il y a aussi des choses à améliorer de notre côté. Ça, il faut l'avouer. Est-ce que tout le monde va vous suivre? L'initiative est discutée au niveau des organes de l'Église. Elle n'est pas exclusivement celle du président de l'Église du Christ au Congo. Elle est partagée au niveau du staff de la présidence nationale. Au moment où nous parlons, il y a d'ailleurs une réunion qui se tient tout de suite au staff. Elle est partagée au niveau du comité exécutif qui réunit, c'est l'organe délibérant de notre Église. Vous savez que l'Église du Christ au Congo est bien organisée. Mais au-delà du chiquier national, l'Église a aussi de liens, des rapports avec des organes au niveau international, notamment l'Église, la conférence des églises de toute l'Afrique, les conseils écuméniques des églises du monde et les réseaux protestants au niveau du monde.
Vous savez qu'un pays comme les États-Unis, par exemple, dit laïque, mais si vous arrivez au Sénat, vous trouverez que ce sont des protestants, les sénateurs sont des méthodistes, des baptistes, ce sont des protestants. Et donc, pour nous, si vous permettez, une idée qui n'a pas été achevée, lorsque j'ai parlé vous avez posé une question intéressante sur comment allons-nous arriver à ces projets. Oui. Donc, je disais, il y a trois choses. La matérialisation. La matérialisation, il faut éviter la chasse à l'homme, c'est-à-dire les règlements des comptes. Deuxièmement, il faut éviter les intérêts partisans, c'est-à-dire venir dans ces cadres des forums pour des positionnements personnels. Moi, je prends quoi? Moi, je reviens à quoi? Moi, je me positionne où? C'est ce que nous refusons. Et troisièmement, ne viser que l'amélioration de notre système politique, sociopolitique. Donc, nous pensons que ces trois postulats pourront délimiter, tant soit peu, c'est vrai, c'est une œuvre humaine, mais tant soit peu, nous pouvons délimiter les dérapages. Aussi, nous voulons que cette initiative soit portée, pas seulement par les politiques, pas seulement par la communauté internationale, mais par le peuple souverain. Que le peuple accompagne. Par une sensibilisation. Et c'est là le rôle de l'Église, par sa commission justice et paix. Nous voulons médiatiser, c'est là où nous vous remercions infiniment de nous approcher pour nous donner l'occasion de communiquer comme il en est le cas. Nous avons déjà un plan de communication où il faut bien expliquer. Nous ne sommes pas pressés, mais nous ne voulons pas non plus perdre le temps. Donc nous travaillons d'arrache-pied sur ces projets, essayer de faire comprendre l'idée. Parce que tout au début, quand le président de l'Église du Christ au Congo a commencé à lancer l'initiative de concertation, ça ne passait pas du côté des politiciens. Nous avons eu beaucoup de discussions, d'aucuns voyaient en cela... Ils étaient échaudés? Très, enfin, je peux le dire, mais très réservés, parce que justement, ils craignaient. Les uns pensaient que ce serait un forum qui conduirait au renversement du régime en place, au partage du pouvoir. Les autres trouvaient que ce serait un énième dialogue qui finalement n'aboutit toujours à rien, avec l'expérience malheureuse du dialogue de la SENCO. Vous savez que certains ont trouvé que c'était un échec, alors que c'est grâce à ces dialogues que nous sommes arrivés quand même aux élections apaisées. Donc il y avait des choses à remercier au dialogue de la SENCO. Donc nous pensons qu'ensemble, c'est un projet national, ce n'est pas seulement un projet exclusivement SCC, mais SCC propose, c'est cela aussi la mission prophétique. Nous ne devons pas seulement condamner, nous ne devons pas seulement nous opposer, mais nous devons être en mesure de proposer. La mission prophétique de l'SCC consiste à dire la vérité, à dénoncer les mal, mais aussi à proposer des voies idoines de sortie des crises. Et là, c'est une proposition que nous amenons à la nation pour demander. Et je voudrais, si vous le permettez, vous signifier qu'au niveau des préconsultations, nous sommes très avancés. Nous avons longuement discuté. Auprès de qui? De quelles organisations? Déjà des acteurs politiques. On a longuement discuté avec la hiérarchie du FCC sur cette question. C'est pas nouveau. Nouvelle, pardon. On en a longuement discuté. Comment on a accueilli l'initiative? C'est vrai, dans leur liberté, ils jugent, comme je l'ai dit. En fait, la grande préoccupation, c'est de savoir où ça va aboutir. Voyez-vous, et c'est avec raison. Ouais. On a discuté longuement avec la partie de l'opposition, la Mouka, presque tous les ténors. On a discuté du côté du chef de l'État. Ben, vous savez, lui, le chef de l'État est une institution, nous ne pouvons pas les citer parmi les acteurs lorsque nous parlons, mais son camp et lui-même est déjà au courant de cette initiative. Au niveau de la société civile, nous avons également eu des discussions avec des forces vives de la société civile, au niveau des religieux. Je vous ai dit que nous marchons ensemble avec l'Église catholique, c'est le projet que nous partageons ensemble, et même d'autres partenaires, et même avec d'autres partenaires religieux. Sans les églises des réveils, j'étais en train de les citer, j'étais en train de les citer, et même avec l'église du réveil, l'église kimbanguiste, la communauté islamique. Oui, parce que nous sommes dans une plateforme, si bien qu'il y a eu quelques difficultés en rapport avec les sujets CENI, mais ça ne nous divise pas. Je disais tout à l'heure, nous sommes des Bantous. Les vivre ensemble est une valeur ontologique des Africains que nous sommes. Donc, les Bumuntu nous exigent parfois de dépasser nos égos pour regarder à l'essentiel. Carrément, donc l'Église du Christ au Congo, l'SCC, avec un coalition, on va dire, la SENCO fait carrément de la politique, active. Non, vous savez... À ciel ouvert. Heureusement que je suis en face d'un professionnel que vous êtes. Vous savez que le rôle de la société civile, peut-être qu'on ne l'a pas bien exploité. Et l'Église devrait attirer aussi beaucoup de leçons. Moi, j'ai dit, personnellement,
quelque part, les responsabilités sont partagées dans l'histoire de notre pays. On ne peut pas toujours accuser les politiques. Je crois que chacun a une part de responsabilité. Et en ce qui concerne notre Église, elle a tiré des leçons de l'histoire. Pour dire quoi? Est-ce que l'Église devrait-elle rester à observer, à critiquer, comme je l'ai dit, tout le temps? Non, mais l'Église doit se donner elle-même un paradigme d'engagement. La société civile a le rôle de réguler les jeux politiques. Elle a le rôle de préparer les citoyens à une participation consciente et active à la gestion. Ici, dans les enjeux futurs, à partir de votre initiative, si l'opinion constate qu'il y a du bon là-dedans, lors des résultats, on propose qu'un homme d'église prenne la tête de ce pays. Sans fausse modestie, je réitère encore une fois les propos du président. Comme on l'a vu à la CNS, voilà, de voir s'élever, dire Monseigneur Mosengo, voilà, il pourrait prendre la place de Mobutu. J'ai répété des mémoires les discours du président qui disait « L'ECC n'est pas un parti politique ». C'est-à-dire, elle ne vise pas la conquête du pouvoir. Mais elle participe, elle est plutôt une institution ecclésiastique et sociale indispensable à la gestion de la res publica. Ceci dit, ce ne serait pas un péché pour nous, l'Église de Christ au Congo, parce que notre doctrine ne l'interdit pas. Qu'un pasteur... Vous avez des prétentions, des ambitions politiques? Non, j'en viens. C'est-à-dire, un pasteur, à titre individuel, qui a une vocation, qui a une formation et qui est un citoyen de plein droit, lorsqu'il a cette vocation politique, l'Église peut l'accompagner. J'étais en train de préciser cet aspect des choses. Pas l'Église comme institution, diriger le pays, mais l'Église, par ses fils, peut accompagner, et c'est ce qu'elle fait habituellement, accompagner la République. Mais l'Église comme institution, c'est substituer à celle qui voudrait prendre le pouvoir, ça n'arrivera jamais. Donc Révérend Éric, oui. Vous n'êtes pas de ceux qui pensent que les politiques ont montré leurs limites et que les églises récupèrent la situation pour, en vue d'éventuelles améliorations du sort des Congolais? Nous sommes plutôt de ceux qui pensent qu'il faudrait que l'Église interagisse dans l'effectuation du système politique de notre pays. C'est-à-dire, ne pas viser faire les remplacements ou la substitution, enlever les politiques pour les remplacer. Ce n'est pas ça l'objectif. Mais plutôt apporter la contribution dans notre système social et politique en vue de recréer, sinon réinventer notre nation. Révérend Éric Nsega, qu'est-ce qui se passe si les politiques ne trouvent pas leur intérêt dans ces concertations et qui vous mettent les bâtons dans les roues? Je pense que le peuple congolais devient de plus en plus mature et dans notre axe, dans la démarche, c'est aussi amener le peuple à l'appropriation de sa souveraineté. Le président de l'Église de Christ l'a dit, et rappelant au chef de l'État qu'aucune coalition politique n'est au-dessus de la souveraineté populaire, confère l'article 5 de notre Constitution. L'état des droits est aussi la subordination des arrangements politiciens à la souveraineté du peuple. Alors, vous êtes le porte-parole de l'Église du Christ au Congo. À vous entendre parler comme ça, vous partagez l'idée de la Cinco ou de l'archevêque de Kinshasa qui à l'appel carrément à la fin de la coalition FCC Cash. L'Église du Christ au Congo va dans les fonds. Ça va dans le sens de votre feuille de route? Dans les fonds, en fait, peut-être dans les jeux du langage. On peut avoir, Wittgenstein l'a dit, on peut avoir les jeux du langage, mais les fonds restent le même. Les fonds ici, c'est que nous avons établi, on a fait un état des lieux de la coalition après une année. Nous nous rendons compte qu'elle montre suffisamment ses limites. Au-delà des limites de la coalition, elle devient elle-même un danger pour la République. Parce que l'instabilité de la coalition déstabilise même les institutions. Vous assistez aujourd'hui à la tension qu'il y a entre la présidence de la République et l'Assemblée nationale, entre la justice et l'Assemblée nationale, mais avec ces décors, je simplifie, pensez-vous que nous pouvons avoir un État stable? Quand est-ce qu'on va parler développement? Et donc, nous interpellons les politiques, et même l'appel du cardinal va dans le même sens.
Ce n'est pas adressé aux individus, mais il part d'un état des lieux qui Mais à la devient place, inquiétant. vous proposez quoi si vous adhérez à l'idée du cardinal Fridolin Ambongo? Proposez quoi concrètement? Notre proposition est claire, notre feuille de route Parce est qu'il claire. y a des Congolais qui voient une sorte de... il a ouvert une... comment dire? Je ne vois pas les dangers qui peuvent advenir. Je pense plutôt qu'au grand mot des grands remèdes, les cardinals ne visent pas un danger. Malheureusement, je ne suis pas son porte-parole, mais le fait de travailler, justement. Vous adhérez à Non, nous n'adhérons pas, mais nous idée. partageons la compréhension. Voilà, nous sommes dans une dimension de partage des compréhensions. L'enjeu est là, et nous dégageons une compréhension commune. Ce qui est plus important, ce n'est pas que la SENCO adhère à l'idée de l'ECC ou c'est l'ECC qui adhère à l'idée de la SENCO, mais nous partageons une compréhension au travers de la grille de lecture que nous nous proposons de la situation de notre pays. Et notre grille de lecture nous donne sans embâche la clarté sur ce qui pourrait être le vrai danger. Est-ce qu'il a ouvert une boîte à Pandore? Le danger n'est pas dans ce que dit les cardinals, le danger c'est dans ce que font les politiques. Je pense qu'il faut situer les choses. Ce ne sont pas les propos du cardinal qui mettent en danger la nation, mais c'est plutôt les comportements des politiques qui nous amènent droit dans les murs. Et comme prophète, il sonne la trompette pour dire, Ézéchiel 37, il sonne la trompette pour dire... Il faut arrêter la coalition. Il faut arrêter, il peut ou ne pas parler de la coalition, il dit arrêter tout ce qui constitue un danger. Si c'est la coalition, alors arrêtez la coalition. À la place, venez, discutons. C'est-à-dire, c'est pourquoi nous disions, il y a deux hypothèses. L'hypothèse des forcing politiques, à laquelle s'attaquent frontalement les cardinals, et avec raison, que si vous nous amenez dans le schéma de confrontation, écoutez, la nation ne vous appartient pas, vous nous rencontrerez sur le chemin. L'Église, selon les argumentaires que vous développez, révérend Nsenga, l'Église au milieu du village a toujours du sens? Non, l'Église protestante, en ce qui la concerne, n'a jamais été au milieu du village, mais du côté de la vérité. Il y a une nuance. Ça change quoi? Ça change beaucoup de choses. Parce que vous pouvez être au milieu du village, c'est-à-dire vous tolérez, vous faites le juste milieu. Entre les biens et le mal, vous dites le verre moitié plein, moitié vide. Donc faites un peu du mal, un peu de mal, pardon, un peu de bien. Non, l'Église ne dit pas ça. L'Église dit faites le bien. L'Église lutte pour la vérité. Tout ce qui est contraire à la vérité, l'Église dénonce. C'est pourquoi nous disons, elle n'a jamais été au milieu du village. Le Christ lui-même, notre modèle, l'a fait. À un moment, il a utilisé les fouets, a même qualifié les pharisiens des races de vipères. Lorsqu'il faut défendre la vérité, on est prêt à utiliser tous les moyens possibles pourvu que la vérité triomphe. Oui, mais les mêmes Christ ou les origines des églises affirment que à César, ce qui est à César, a dit ce qui est à Dieu. C'est une lecture à placer toujours dans le contexte. Christ ne le dit pas sur toute la tradition herméneutique de la Bible. Il situe ses discours dans un contexte bien précis. À César, ce qui est à César. Qui est dépassé aujourd'hui? Non, qui n'est pas dépassé, mais que j'interprète aujourd'hui. À César, ce qui est à César, c'est-à-dire qu'il faut respecter l'autorité qui est établie. Mais en même temps, cette autorité établie doit travailler dans le sens de l'intérêt supérieur de la population. Lorsqu'il s'écarte du mandat lui conféré par le souverain peuple, sur base d'un contrat social, il nous a fait des promesses dans la campagne, et cette autorité doit accomplir ses promesses. Et nous l'accompagnons dans ça. Mais lorsque nous constatons que l'autorité s'écarte de ce qu'il a donné comme promesse coulée dans son contrat social, l'Église ne s'était pas. Aujourd'hui, vous faites allusion à qui quand vous parlez de l'autorité? L'autorité... Dans le contexte politique du moment. Le premier responsable, c'est le chef de l'État qui a reçu le mandat, du moins en termes des publications des résultats confirmés par la Cour constitutionnelle. C'est lui aujourd'hui qui est le porteur du destin commun pendant ces quinquennats. Et donc le premier responsable, en notre sens, c'est lui. C'est pourquoi nous l'appelons sans cesse, en sa qualité de fils de l'Église, en sa qualité de garant de la nation, en sa qualité de défenseur de la maxime, le peuple d'abord, il a l'obligation de faire avancer les choses. Et depuis une année et demie, c'est lui, vous dites, le président de la République, il a la première responsabilité politique de conduire le pays dans le bon sens, mais dans votre compréhension,
par rapport à la sortie médiatique dans son homélie, le cardinal Mbongo, une certaine opinion, ou des gens, ou beaucoup même, pensent que lui, il n'est plus l'église au milieu du village. Il ne s'apprend que au FCC. Vous répondez quoi? Je pense plutôt qu'il était équilibré. Il n'a parlé pas, peut-être les FCC s'est senti plus indexé. Mais quand il dit vous allez nous retrouver sur notre chemin. Mais il faut placer ses discours dans le contexte. Il fait allusion à qui? À la situation de la CENI. Il fait allusion à la situation des lois, des projets de loi. En fait, il veut dire tout ce qui ne contribue pas. C'est ça votre interprétation, oui? Parce que je connais le fond de son discours. Voilà, je connais le fond du discours, c'est pourquoi je vous disais, on ne doit pas s'attarder sur le jeu du langage, mais on doit aller dans les fonds des choses. Le fond, c'est que ces discours, ces paragraphes rentrent dans le terme des revendications. Vous savez que nous sommes nous-mêmes impliqués dans la démarche de désignation des acteurs de la CENI, notamment celui qui pourrait être le futur président de la CENI. Alors, sur ces points de la réforme du système électoral, les CC, du point de vue de l'ECC, Oui. Je ne sais pas si c'est le même que pour l'Église catholique, la Synco. Qu'est-ce qui passe avant? La désignation du président ou la réforme des lois? À l'étape actuelle des choses, l'ECC soutient les réformes a priori avant la désignation des animateurs. Pour deux raisons. La première qui est fondamentale, peut-être que beaucoup n'attirent pas l'attention. Vous savez que la loi en vigueur, la loi organique, qui propose la composition de la CENI, a été prise dans un contexte particulier, où on n'avait pas difficile à identifier la majorité parlementaire. D'ailleurs, elle était dite majorité présidentielle. Au Parlement, à l'époque de Joseph Kabila, il était lui-même en tête du pays et il avait la majorité au Parlement. Et donc quand on parlait de la majorité, les calculs étaient simples. Lorsqu'on parlait de l'opposition, autant c'était simple avec l'opposition institutionnelle, donc ce qui est au Parlement. Mais aujourd'hui, nous sommes dans une situation de coalition politique. Nonobstant tous les débats qu'on peut avoir sur la réforme, analysons seulement la loi en présence, compte tenu de l'évolution de la situation sociopolitique. Et donc, lorsque la loi parle des 6 issus de la majorité, de quelle majorité parle-t-on? Est-ce la majorité parlementaire que les FCC s'approprient ou ça sera la majorité coalition politique, c'est-à-dire FCC cash? C'est déjà un problème. Les 6 membres qui doivent venir de la majorité seront partagés entre FCC et le cash, où le FCC voudra, au motif de la majorité parlementaire, prendre le 6. L'opposition, là encore une fois, quand on parle de l'opposition, est-ce que c'est l'opposition parlementaire? Logiquement, sur du point de vue de droit constitutionnel, lorsqu'on parle de la majorité et de l'opposition, c'est l'opposition institutionnelle et majorité institutionnelle. Mais il va se poser ces problèmes, comme je l'ai dit, au niveau même de la majorité. D'où les CC pensent qu'on ne partira pas des réformes totales et au même moment. Parce que nous avons déjà travaillé dans le cadre du consortium ICC, Senco, AETA, Simoncel. Nous sommes dans un consortium qui a travaillé sur des projets de réforme. Un tableau consolidé existe, techniquement et hautement technique, fait par des experts en la matière. Donc, lorsque nous parlons des réformes, ce ne sont pas des réflexions que nous voulons entamer maintenant, c'est déjà un travail fait. N'ait été la situation de la Covid. En mars, il était prévu un forum national auquel devraient participer les acteurs de la société civile, les politiques et tous les contacts étaient déjà pris. Donc c'est pour dissocier la question de la désignation aujourd'hui de celle des réformes. Donc les CC ne parlent pas des réformes en termes de rétropédalage, parce que les processus n'auraient pas abouti. Non. La démarche des réformes remonte depuis plusieurs années. Donc pour nous, pour dire simple, nous pensons, ne serait-ce que recomposer la composition, repenser la composition de la CENI serait déjà un pas important pour l'accommoder au paysage politique actuel. Deuxièmement, il y a bien d'autres éléments de réforme, puisque en même temps,
Nous voulons les réformes et c'est ça notre a priori, mais en même temps, nous ne voulons pas qu'il y ait blocage de la machine. Parce que nous sommes en 2020, au milieu de l'année, c'est en 2023 qu'il faudrait avoir des élections, donc il faut déjà que l'équipe entre, commence à proposer les calendriers, avec toutes les séquences, comme vous le savez, il faut les financements. Je vous rappelle que les Mais à vous entendre parler, vous voulez une chose et son contraire. Non, on veut plutôt faire d'une pierre deux coups. Ah. Voilà. D'une pierre deux coups, c'est-à-dire ne pas établir, pour nous, l'ordre de priorité, c'est d'abord les réformes. Pourquoi? Parce que la mise en suivi immédiatement de la désignation ça dépendra de la manière dont les candidats présidents. Ça dépendra de la dynamique de l'évolution des choses. Ça ne sera pas exclu que ce soit concomitamment. Ça, ce ne serait pas un péché. Vous avez déjà votre candidat, les deux églises traditionnelles, principales. À la scène. Oui. Oui, nous avons. Vous savez, c'est des églises bien organisées. Mais il ne ferait pas l'unanimité au sein de l'ensemble de la société civile, ou même des confessions religieuses, la sous-commission. Des confessions religieuses, c'est vrai, au départ, chacun garde sa liberté d'opinion, mais après, nous disons il faut un consensus. Comment voulons-nous appeler les politiques à des consensus, à des arrangements, si nous ne sommes même pas en mesure de le faire nous-mêmes? Révérend Senga, il y a une autre préoccupation qui polarise l'attention des Congolais et vous devez l'avoir aussi dans votre fait des routes. C'est le chapitre du système, puisqu'on parlait déjà de la réforme du système électoral, mais il y a aussi des voix qui s'élèvent pour évoquer les systèmes, plutôt la réforme du système judiciaire. Hein? Ça vous préoccupe aussi. Qu'est-ce que vous en dites par rapport à une certaine effervescence qu'on remarque, particulièrement à Kinshasa? Le président de l'Église de Christ au Congo est revenu là-dessus dans son discours du 30 juin pour rappeler la nécessité d'avoir un système judiciaire qui crée la sécurité juridique. Et donc il a dit dans des mots bien précis, bien ajustés, qu'il faudrait éviter des lois taillées sur mesure qui, au lieu de favoriser l'entente sociale et l'intégration sociale d'ailleurs, mais qui créent plutôt la division au sein de la société. Et donc là, il était clair sur des projets de loi en présence pour dire évitons de chercher des solutions là où les problèmes ne se posent pas. Donc si nous voulons avoir un système judiciaire rationnel, il faut éviter de faire de la justice un instrument politisé ou pour de fins politiciennes. Et de ce fait, il a invité... une nouvelle dynamique, même à travers le monde. Oui, mais la dynamique doit s'adapter au contexte de notre pays. Il y a l'universalité, il y a la réalité. La réalité de notre pays aujourd'hui prouve que les contextes ne s'y prêtent pas pour proposer des lois qui d'ailleurs, vous l'avez dit, polarisent l'attention au niveau de la société. Pourquoi? Rousseau l'a dit, Jean-Jacques Rousseau, il faut que dans une loi soit reflétée l'expression de la volonté collective d'un peuple. Ça c'est très important, je ne cesse de répéter cela. Les lois ne sont pas faites pour leurs auteurs, elles sont faites pour les destinataires. Et les destinataires de la loi, c'est le peuple. Donc, aucune loi... Donc la représentation nationale dans le cas du Congo, le Parlement. Au-delà du Parlement, il y a... étouffer les débats au sein de l'hémicycle. Voilà le danger de la démocratie représentative. Nous pensons que nous, comme société civile, encourageons la démocratie participative. Puisque dans la démocratie représentative, ceux qui sont là au nom du peuple par moment agissent sans se rendre compte de vraies réalités du peuple. Ils sont un peu comme suspendus sur le perchoir et déconnectés de la réalité sociétale. Et c'est cela même le danger. Parce que quand vous entendez parfois les politiques parler, vous vous posez la question, est-ce que nous sommes dans le même pays? Est-ce que nous voyons les choses de la même manière? Est-ce que avons-nous la même grille de lecture? Et donc, quand les représentants du peuple au niveau institutionnel semblent être déconnectés de la réalité sociétale, c'est là la responsabilité des voix sans voix que la société civile, en l'occurrence les églises, pour rappeler à ceux-là, peut-être que vous parlez sans vous rendre compte. Avez-vous été à Ngandajika, à Kabeakamwanga, à Kabongo, ou alors à Bumba, à Bassankousou, pour comprendre, est-ce que ces lois-là vont aider en quoi ces populations qui aujourd'hui n'ont besoin peut-être que de l'eau,
de l'eau potable, n'a peut-être besoin que de l'électricité, n'a peut-être besoin que d'un système sanitaire adéquat. Donc, on va se déchaîner sur des choses qui n'ont rien à voir avec les attentes de la population. Vous savez que dans un système social et politique, il faut tenir compte des inputs pour proposer des outputs. Les politiciens doivent être attentifs aux cris de la population. Il n'y a pas besoin, au jour d'aujourd'hui, de réformer le système judiciaire congolais. Il y a besoin, mais ces réformes ne doivent pas être de nature à favoriser un camp tout en créant l'insécurité juridique. C'est pas les préjugés, là? Les préjugés, il n'y a vraiment pas de préjugés. Ou les conseils d'intention? Non, l'analyse. L'analyse est qu'aujourd'hui, les conseils supérieurs de la magistrature, quand vous suivez les magistrats eux-mêmes en train de réfuter ces lois... Mais c'est leur affaire, c'est normal. Ben, c'est ce que nous disons, le cardinal a dit, éviter de diriger par dictat. Parce qu'on n'est pas dirigeant par soi-même, on l'est par mandat. Ce qui vous confère mandat politique, c'est le peuple. C'est lui qui vous confère, disait, ces mandats, c'est le peuple. Et ce peuple vous dit, quelqu'un dira, mais le peuple est un terme générique, comment le savoir? Mais permettez-nous alors d'initier une pétition, vous allez comprendre que nous allons recueillir des voix qui risquent de renforcer même le Parlement. Donc il ne faut pas qu'on nous pousse à des procédures de démonstration des forces. Puisque si aujourd'hui, la société civile, les églises s'est décidé d'initier des pétitions, vous voyez où nous pouvons arriver. C'est là où l'église du Christ au Congo en appelle à des discussions, à des concertations. Évitons le bras de fer. Personne ne sortira vainqueur. Il ne faut pas que vous pensiez. Vous savez, par ironie, je l'ai dit, hein, quand je suis aujourd'hui le discours de certains caciques du pouvoir ou de la classe politique dire, mais la police, vous voyez aujourd'hui, la même police qui hier était accusée des kabylistes, aujourd'hui fait des choses. Vous pouvez imaginer dans ces pays que la police peut aller arrêter le ministre, en fait, interpeller le ministre en charge de la justice en fonction. Pourriez-vous comprendre qu'aujourd'hui la police pouvait assiéger le Parlement, les sièges des institutions? Il faut que les politiques soient attentifs. Vous vous donnez combien de temps, vous, à l'ECC, pour voir effectivement la tenue de ces concertations? Elles ont leur chance d'avoir lieu? En tout cas, le président de l'église... Quel format? Le président de l'église du Christ au Congo tient à ce que cela soit fait avant la fin de cette année. Pourquoi? Parce que l'allure n'est pas bonne. Vous savez, l'église, pour ceux qui ne le savent Donc pas... ça doit avoir lieu simplement... en cours de l'année, les restes de l'année. En cours d'année. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas oublier que l'église est une institution mieux informée. J'ai la facilité de parler avec mon frère Kalunga, j'ai la facilité de parler avec XY, c'est-à-dire l'église est au centre des informations. Nous pouvons connaître ou savoir ce que les autres ignorent. Et quand nous lançons cet appel, il faut que les politiques les prennent au sérieux. L'enjeu majeur de l'histoire du Congo ne se discute pas seulement à l'intérieur du pays. Il y a des forces centrifuges, il y a beaucoup de réalités dont on ne s'est pas exposé ici. Nous lançons encore une fois l'appel au nom du président de l'église du Christ au Congo, le révérend docteur André Bokundo Abolikabe, qui parle, et lui les représentants légaux de l'église, le CCD attirer plutôt l'attention de tout le monde. Il faut venir discuter. L'heure est grave à Kinshasa, sous la houlette. Combien les personnes? La feuille de route précisera toutes ces choses. Nous sommes encore dans les pré-consultations. Ce n'est pas à nous de décider sur tout. Nous sommes en train de recueillir les avis des autres sous l'autorité du président. Et donc je pense qu'en son temps... Ça devrait prendre combien de temps? Je pense que la feuille de route précisera. Ça dépendra des pré-consultations. L'argent, les nerfs de la guerre, viendra d'où? Je pense que le chef de l'État est déjà dans cette dynamique d'éviter au pays les chaos. Tout Congolais pris des valeurs patriotiques ne voudra pas que ces pays sombrent. Nous sommes déjà fragilisés par beaucoup de problèmes. Nous n'avons pas besoin d'en ajouter. L'argent, ça va venir d'où? C'est une question qui relève de la main à l'étranger? Non, pas forcément. Vous savez, c'est un pays souverain. On n'est pas obligé toujours d'espérer. Est-ce qu'on a besoin de faire un mois pour trouver des solutions? Je pense non. Même dans une semaine, les Congolais peuvent se parler. On n'a pas besoin de réunir 1 million de personnes. Je pense que la force représentative est connue. C'est question de bonne volonté. Bon, alors, on va se quitter. Hein. L'invité de ce soir, le porte-parole de l'église du Christ au Congo, révérend Senga Nshimba Eric. On termine par là. Peut-être d'un mot. Des mots. Ce que vous avez encore sur le cœur? C'est de dire merci au nom du président de l'église du Christ au Congo, à la RTNC qui nous offre cette occasion
de pouvoir parler. Mais en même temps, nous lançons aussi l'appel à tous les citoyens en rapport avec la sensibilisation contre la Covid. Nous voulons nous rappeler, en dépit de tous les discours politiques, ne perdons pas de vue qu'il y a une maladie qui dérange notre stabilité. Et donc, observons les gestes barrières, soyons dans la distanciation sociale. Nous espérons le jour qui vient, les églises vont reprendre dans le respect strict de ces mesures, mais... On a arrêté de prier dans les... Non, les églises continuent. Non, nous continuons par des méthodes, des réseaux sociaux, nous continuons à avoir nos cultes. Mais j'aimerais insister que la semaine prochaine va commencer une grande campagne de sensibilisation ECC Senko autour des Covid pour obtenir les changements de comportement. Merci beaucoup. Dans la main. D'accord. Puisque vous le dites, c'est un duo salutaire. S'il est salutaire, donc il faut que les Congolais l'appuient. Ok. Pas des amours comme par le passé. Non. Voilà, nouvelle donne est terminée ce soir. Merci à l'invité d'être passé en plateau nous voir ce soir. On espère les retrouver d'ici voilà, la tenue effective des concertations, initiative de l'Église du Christ au Congo avec son président national, légal, André Bokundowa, de son nom. Merci encore. Merci à toute l'équipe technique qui m'a aidé à préparer, à réaliser cette édition de Nouvelles Donnes qui se termine. À tous et à chacun, excellente suite des programmes sur notre antenne. Merci et bonsoir.